bonsoir. Je suis Pierre-Henri de Menton de Challenge. Nous allons commencer à refaire le monde ce soir, parler du Nord et du Sud et du Nord, avec un plateau extrêmement relevé, avec le président Macky Sall, Madame Louise Mushikiwabo, qui est la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est rwandaise, Michel Barnier, que vous connaissez bien, ancien ministre, ancien commissaire européen. Je ne sais pas s'il a le droit de nous parler de politique intérieure, mais il peut jusqu'à minuit, je crois. On pourra mais ce n'est pas le sujet, quoique, on verra. Et enfin, l'ambassadeur Pierre Sellal, qui a été longtemps représenté, qui a représenté nos intérêts à Bruxelles pendant longtemps, qui a été secrétaire général du Quai d'Orsay. Je vais tout de suite laisser la parole au Cercle, à Christian de Boissieu, qui est vice-président du Cercle des économistes et qui va nous résumer en 4 minutes l'état du monde. Merci, Christian. Merci bien. Bonsoir à tous. Notre sujet, si je le comprends bien, consiste à parler des relations Nord-Sud, à l'articulation du conflit et de la coopération, puisqu'il y a toujours un peu les deux. Le problème, c'est de savoir les dosages entre l'aspect conflictuel et l'aspect coopératif. Première chose que je veux rappeler, c'est que ce conflit Nord-Sud, il s'ajoute au conflit Est-Ouest. L'économie mondiale, aujourd'hui, elle est traversée par ces deux conflits, conflit Est-Ouest, Chine et États-Unis, conflit Nord-Sud. Et que un des débats qui se pose, j'y viendrai pour terminer mes 4 minutes, c'est le rôle de l'Europe par rapport à ces conflits. Est-ce que l'Europe est passive? Est-ce qu'elle est suffisamment présente? Avant de dire un mot sur l'Europe, je voudrais évoquer 3 points. Premier point, on en a beaucoup parlé ce matin, mais je reviens dessus parce que c'est la toile de fond. La fragmentation de l'économie mondiale auquel nous assistons, et qui, à mon avis, n'est pas terminée, n'est pas une démondialisation. Je pense qu'il faut vraiment distinguer les deux. On n'est pas en train de dérouler à l'envers le film de la mondialisation qui se déroule sous nos yeux depuis une 50aine d'années. Ce qu'on voit, c'est la rupture de certaines chaînes d'approvisionnement, Covid et puis ce qui a suivi, rupture rompue, si je puis dire, en partie par la reprise post-Covid, mais il y a toujours des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement. Vous avez une montée des mesures protectionnistes et vous avez l'apparition de blocs. Je mets le mot bloc entre guillemets parce que je pense que quand on parle de blocs aujourd'hui, on exagère peut-être ce qui se passe, c'est-à-dire que vous avez des solidarités régionales qui s'affirment, plus fortes dans certaines régions, certains continents que dans d'autres, mais quand on raisonne sur les blocs entre guillemets, c'est-à-dire ces solidarités régionales, vous regardez les flux de commerce, ce sont des chiffres de la CNUSED, le commerce intra-bloc croît plus vite depuis 2-3 ans que le commerce entre les blocs. Vous avez au plan mondial un commerce mondial qui croît à peu près 3% par an, donc ce n'est pas la catastrophe du tout. Le commerce mondial croît à peu près au même rythme que le PIB mondial, autour de 3%, mais vous avez cette différence disons, entre le commerce intra-bloc et le commerce entre les blocs. La constitution de ces blocs a été en partie accentuée par les conséquences des sanctions sur la Russie. Je ne suis pas du tout en train de critiquer les sanctions en disant ça. Je suis simplement en train de dire que les sanctions contre la Russie ont provoqué des mouvements de compensation à l'Est, arrivée de solidarité croissante que j'appelle Sud-Sud, qui se retrouve dans les chiffres. Je suis frappé de la croissance du commerce bilatéral entre la Chine et l'Inde, entre la Chine et la Russie. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres qui le disent. Ces solidarités régionales et cette fragmentation de l'économie mondiale, elles se produisent dans un contexte où l'arbitre, je parle de foot compte tenu des événements actuels, pour une fois on ne parle pas d'élection, je parle de foot, l'arbitre, on ne sait pas où il est. L'arbitre, c'est l'OMC, nulle part et nulle part. Il n'y a plus d'arbitre pour faire respecter les règles du jeu, ce qui favorise la montée du bilatéralisme, la montée des mesures protectionnistes. Deuxième idée que je veux développer, le Sud.
s'élargit et s'organise. Alors, je suis un peu sceptique devant la notion de Sud global, qui est une notion à la mode, et je suis toujours un peu de réticence devant les concepts à la mode. Donc, je pense qu'on y reviendra sur qu'est-ce que ça veut dire le Sud global, qu'est-ce qu'on désigne exactement, est-ce que ce n'est pas un concept fourre-tout. Mais quoi qu'il arrive, ce qui me frappe dans l'actualité des 12 derniers mois, c'est l'élargissement des BRICS, qui passe de 5 à 10. C'est que le fait que les BRICS non seulement s'élargissent, mais s'organisent. Vous avez la Banque des BRICS, vous avez le système de paiement des BRICS qui est mis en place pour contourner justement les sanctions contre la Russie à propos de l'exclusion des banques russes du système SWIFT. Vous avez la nature a horreur du vide en quelque sorte, et la compensation s'organise. Alors je dis simplement sur ces problèmes de BRICS qui s'élargissent, je pense que l'élargissement des BRICS est loin d'être fini. Je pense qu'ils sont 10 aujourd'hui, ça continuera à s'élargir, et je pense que les BRICS vont connaître le même problème que nous en Europe. C'est difficile de s'élargir en même temps que d'approfondir. Il y aura ce débat élargissement-approfondissement. Je termine par un troisième point, puisque j'ai vu qu'il est l'heure, sur les rééquilibrages Nord-Sud. Bon, moi je salue, je profite de la présence de vous tous et du président Macky Sall, avec lequel nous avons l'occasion de travailler avec l'ami Lorenzi et d'autres dans cette salle depuis 2 ans. Depuis qu'on a relancé le G20 en 2008, on a relancé le G20 en 2008, je pense que l'Afrique est sous-représentée au G20. Il y a eu une étape très importante, Président, vous avez fait rentrer l'Union africaine à la table du G20 en parallèle à la présence de l'Union européenne. Mais, à mon avis, c'est nécessaire et pas suffisant. Il faut que le Nigeria soit autour de la table. Il faut que les grands pays francophones, certains soient autour de la table. Il faut que le Kenya soit autour de la table. Mais ça pose le problème du fonctionnement de la gouvernance mondiale, de qui est autour de la table. Et dernier point, sur les problèmes de rééquilibrage, moi je salue l'accord de Paris 2015, qui a prévu 100 milliards de dollars de transferts par an du nord vers le sud pour financer la transition énergétique et écologique. Je sais que vous allez y revenir. Aujourd'hui, le constat, c'est que 100 milliards de dollars par an, compte tenu de ce qu'il y a à financer, c'est nécessaire, mais c'est très loin d'être suffisant. Donc il faut regarder ça de près. Merci de votre attention. Merci, merci Christian. Je vais tout de suite laisser la parole au président Macky Sall, peut-être pour rebondir sur le dernier point, puisqu'on a une COP qui approche, elle est au mois de novembre, je crois. Vous êtes à la tête d'une initiative issue du pacte de Paris, donc on est vraiment dans le dialogue sud-nord, nord-sud, au cœur du financement. Quel est l'effort que doit faire le Nord pour le Sud pour la transition climatique? Et j'aimerais bien que vous reveniez sur ce qu'on appelle la 4P. Merci beaucoup. Merci aux amis ici présents. Je voudrais remercier le Cercle des économistes pour cette 24e édition de rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Je suis ici, certes au nom du 4P, puisque je suis envoyé spécial du 4P depuis le mois d'avril, quand j'ai quitté mes fonctions de président du Sénégal. Mais sur la question Nord-Sud, je ne peux pas ne pas mettre une casquette politique en tant que leader politique africain, pour donner vraiment des appréciations sur la marche du monde. Vous l'avez dit, notre monde est fragmenté. Le terme n'est pas de trop. Il n'est pas de trop de mon point de vue. Puisque vous avez un monde où l'organisation ou les organisations qui définissent les règles sont configurées depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est les institutions de Bretton Woods, Fonds monétaire, Banque mondiale, toutes les banques multilatérales, plus tard l'OMC, mais toutes ces organisations qui décident de l'avenir du monde ont une représentation autour du bloc occidental. C'est les États-Unis, c'est l'Europe en partie. Donc, ce qu'on appelle le Sud global, qui est la somme des pays émergents, mais aussi des pays en développement, qui ont considéré que, ne comptant pas tellement sur la décision, sur le pouvoir de décision, il faut s'organiser pour créer une dynamique de réforme. Puisqu'on ne peut pas continuer dans un monde où les
2/3 de la population sont exclus du jeu global. Et c'est la réalité aujourd'hui. Sur la question du climat, on le vit, la question de la transition climatique, et sur d'autres questions essentielles, le financement du développement. Sur tous ces sujets, on note que ce qu'on appelle mondialisation, en fait, ne l'est que pour ceux qui définissent les règles, mais les autres ne comptent pas. Et c'est pourquoi nous avons salué l'initiative du président de la République française l'année dernière, Emmanuel Macron, en convoquant un sommet sur un nouveau pacte financier mondial. Sommet qui a abouti à la nécessité d'avoir un pacte pour les peuples, donc plus de solidarité pour le développement, aider davantage les pays en développement à accéder au marché des capitaux dans des conditions plus soutenables, faire en sorte également que les notations souveraines des pays ne soient pas seulement décidées de façon exclusive par les agences de notation sans qu'aucun pays n'ait rien à dire, sans qu'aucune organisation n'ait rien à dire, alors que ces notations conditionnent le risque sur les pays et conditionnent les primes que les pays sont appelés à payer dans leur endettement. Alors, un autre point essentiel qui doit faire l'objet de convergence et que le 4P ambitionne de développer, c'est la question du climat. Aucun pays ne doit être amené à choisir entre le développement ou la défense de la planète. On doit pouvoir faire les deux en même temps. Et pour cela, donc, il faut convenir de comment financer les infrastructures vertes, comment financer la transition écologique, la transition climatique. Et dans ce contexte, je vais juste prendre un exemple pour ne pas être trop long, pour montrer l'iniquité du système. Lors de la COP de Glasgow, les pays industrialisés se sont retrouvés et ont décidé de façon unilatérale qu'ils ne financeraient plus le fossile en dehors de leur territoire, à l'extérieur, comme ils disent. Ça veut dire que tous les pays qui ne sont pas, pourtant des pays industrialisés, qui ne sont pas les principaux pollueurs, mais qui ont des ressources naturelles, y compris du gaz, qui est une énergie de transition, ne verront plus leur projet gazier financé par une quelconque banque de développement. Ni la Banque mondiale, ni la Banque européenne d'investissement, ni même la Banque africaine de développement, puisque nous avons des partenaires non régionaux qui peuvent mettre leur veto. Et toutes les banques aujourd'hui recherchent le label Green. Mais que faut-il faire de ces 600 millions d'Africains, par exemple, qui n'ont pas encore accès à l'électricité et qui voient leur pays sortir du gaz, mais qui est transformé en gaz naturel liquéfié, qui est mis dans des bateaux pour les marchés européens et asiatiques. Voilà l'injustice que les pays, le Sud global vit, et pour lesquels, je pense, le 4P, qui est une plateforme de dialogue qui transcende un peu les difficultés que nous connaissons dans les organisations classiques, qui transcende aussi les conflits nord, sud, est, ouest, doit aujourd'hui nous permettre de travailler sur ces sujets, sur l'implication du secteur privé, la finance mixte, le blended finance, et sur bien d'autres thématiques sur lesquelles nous essayons de travailler. Et nous sommes à 57 pays au moment où je vous parle, et nous essayons d'élargir encore vers les autres pays et surtout vers le secteur privé pour qu'ensemble nous travaillions dans la même direction. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On voit des nouvelles organisations émerger, comme la 4P. C'est peut-être une preuve que les vieilles organisations, vous citiez Bretton Woods, sont plus tellement adaptées. On a une vieille organisation, nous, qui s'appelle l'Union européenne. Est-ce qu'elle est, Michel Barnier, vous la connaissez un petit peu, est-ce qu'elle est aussi usée, affaiblie, naïve qu'on le dit? On aime bien se tirer des balles dans le pied, en particulier en France. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle de l'Europe, de l'Union européenne dans cette fragmentation et dans quel état elle va en sortir et quel est surtout, pour positiver, le rôle qu'elle peut jouer, nord, sud, est, ouest? Elle est un petit peu au milieu, me semble-t-il. Oui, d'abord, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous et
Merci de votre présence et de votre attention. Moi, je pense depuis longtemps, tout en étant passionnément patriote, que l'Europe est une idée neuve et qu'elle est encore plus vitale aujourd'hui, qu'elle n'est pas une option aujourd'hui dans le monde tel qu'il est, et tel que, Monsieur le Président ou Christian, vous l'avez décrit tout à l'heure. C'est un peu paradoxal de me demander, comme homme politique, de ne pas dire un mot des élections françaises. J'ai posé, il y a dans les faiblesses de l'Europe, il y a un grand pays en Europe qui a quelques problèmes, effectivement. Je reviendrai, je n'ai pas le seul, mais je reviendrai là-dessus. Non, je voudrais juste parler peut-être d'une autre élection qui vient d'avoir lieu, qui est l'élection britannique, avec un résultat extrêmement clair, qui met fin à 8 ans de gouvernement Tory. Je préfère ne pas qualifier tous ces gouvernements que j'ai bien connus comme négociateurs du Brexit. Mais au début de cette aventure britannique pour sortir de l'Union européenne, David Cameron, vous vous souvenez de M. Cameron, hein, il avait publié un tableau assez intéressant que j'ai beaucoup utilisé depuis, des 10 pays les plus importants du monde par leur économie tous les 10 ans. 2010, 2020, 2030, 2040, 2050. Et dans ce tableau, en 2010-2020, il y avait 4 pays européens sur 10, dans le G10. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie. Et puis, avec les chiffres de l'évolution probable des uns et des autres, dans un monde où, chers amis, parfois on nous espère encore, Monsieur le Président, mais plus personne ne nous attend, hein, plus personne. Dans ce monde-là, chacun mène sa barque et ne demande pas la permission. Tous les 10 ans, il y en a un des 4 qui est éjecté du tableau. Et à la fin de ce tableau, en 2050, il n'y a plus qu'un seul pays qui est 9e, l'Allemagne, et qui va sortir. Bon, alors, il faut nous remonter le moral, Michel Barnier. Là. C'est une fois que vous avez dit ça... Donc, une fois que j'ai dit ça, moi, j'ai utilisé les mêmes chiffres que M. Cameron, en les actualisant, pour montrer ce que ça donne si on reste à 27. Voilà, pour avoir le moral. Et quand on est à 27, on reste dans le tableau, on recule un peu, mais on reste dans le tableau. Ça veut dire qu'on reste à la table où se décide l'ordre et le désordre du monde, qu'on est là pour y défendre nos intérêts sans complexe. Les Chinois n'ont pas de complexe, les Américains non plus. Qu'on reste à la table pour défendre nos valeurs et pour participer à cette organisation du monde. Donc, pour répondre à cette question, moi je pense que le projet européen, qui est encore plus vital qu'il l'était il y a 60 ans, qui doit changer parce qu'il est organisé il y a 60 ans comme une organisation régionale pour régler les problèmes européens, doit maintenant davantage regarder à l'extérieur et les défis, être prêt aux défis qui nous télescopent de l'extérieur. J'étais très frappé depuis 15 ans, mesdames et messieurs, de voir que nous avons été confrontés à au moins 5 ou 6 grandes crises, dont toutes, sauf une, venaient de l'extérieur de l'Europe. La crise financière venait des États-Unis, mais nous avions désarmé nous-mêmes avec un excès d'ultralibéralisme et de dérégulation. La crise migratoire, venue de Syrie ou d'Irak à l'époque, la crise du Covid, entre les deux, la crise proprement européenne, même si elle a été encouragée par les Russes et les Américains du Brexit, puis la guerre en Ukraine, aujourd'hui la guerre d'Israël contre le Hamas, sans parler de la crise qui est, de mon point de vue, la plus profonde et celle qui va tout bouleverser, qui est la crise climatique. Donc, la question, c'est comment on aborde ces crises? Je pense, Monsieur le Président, vous qui avez exercé une fonction dans un très grand pays africain, on n'a pas de leçons à donner. Hein. On n'a plus de leçons à donner. Mais on peut au moins démontrer une expérience. Comment on se fait entendre? Comment on résiste à toutes ces crises? Comment on est à la table? Nous avons fait un choix en Europe qui est d'être ensemble pour avoir ce que Jean Monnet appelait une masse critique. Mesdames et messieurs, j'ai été commissaire au marché intérieur il y a quelques années. Je peux vous dire une chose, c'est que la seule raison pour laquelle les Chinois ou les Américains, quel que soit le président américain, nous respectent, ce n'est pas encore notre politique étrangère,
ce n'est pas encore notre politique de défense, c'est le marché unique. Le marché unique en ce qu'il est un écosystème complet avec des normes communes, parfois trop de normes, des standards communs, des régulations, des supervisions, une juridiction commune. C'est ça qui fait que nous sommes forts et que nous comptons. Et ce que les Britanniques ont quitté à leurs dépens et en assumant les conséquences. Mais tout ce que je viens de vous dire pour démontrer la nécessité vitale d'être ensemble, pour compter, ne vaut que si on change. Si on tient compte, il y aura des avertissements, des leçons que l'on reçoit de l'extérieur ou de l'intérieur. Le Brexit, de mon point de vue, comporte beaucoup de leçons françaises. On a encore quelques heures pour les tirer, ces leçons. Mais il faut mener des politiques qui intéressent les gens. Voilà la leçon que moi j'ai tirée du Brexit en comprenant pourquoi 52% des Britanniques dans les régions les plus pauvres du Royaume-Uni, comme chez nous, c'est le cas en France, votent contre l'Europe, contre les élites, parce qu'il y a un sentiment populaire qu'il faut comprendre chez nous, qui est le sentiment d'être abandonné, de ne pas être respecté, de ne plus être considéré, d'une immigration que plus personne ne contrôle, plus no future. Il faut répondre à ça. Et donc, ça veut dire des politiques très concrètes au niveau européen. Toutes les réponses ne sont pas à Bruxelles. Une réponse d'investissement commun en empruntant ensemble, on l'a fait après le Covid, dépenses de militaires pour avoir une défense européenne crédible, pas une armée, une défense européenne, mutualisant davantage, des contrôles des frontières, une politique industrielle, à nouveau une ambition industrielle et agricole. Il y a des réponses qui commencent à être apportées. Il y a aussi des conditions, je termine là-dessus. Les conditions, c'est que la France reste européenne, et c'est le sujet de dimanche. La seule chose que je dirais, c'est vital pour notre Europe et pour nous. Deuxième condition, c'est que la France et l'Allemagne se reparlent. C'est une coopération qui n'est de plus en plus nécessaire, de moins en moins suffisante, mais elle est de plus en plus nécessaire. La troisième condition, c'est qu'on ne donne pas de leçons au monde entier, pas de condescendance, même si on peut démontrer une expérience, une expertise. J'ai été ministre de l'Agriculture dans notre pays. J'aimerais bien, je comprendrais que l'Afrique de l'Ouest, que vous connaissez bien, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, crée quelque chose qui ressemblerait à des politiques régionales agricoles pour mutualiser la lutte contre les criquets, la gestion de l'eau, la protection contre les risques. Bon. Et puis, la dernière condition, c'est qu'à Bruxelles, dans cette institution que je connais assez bien aussi, la Commission européenne, on tienne compte des leçons que les peuples nous donnent, qu'on cesse d'être arrogant, que la Commission soit efficace, c'est le moins qu'on puisse lui demander, mais qu'elle cesse d'être arrogante en nous expliquant qu'elle a toujours raison. Voilà ma dernière condition. Merci de votre attention. Merci, merci. Merci Michel Barnier. Donc on a bien retenu que ces organisations comme l'Union européenne, c'est toujours une idée neuve, mais elle a besoin de se rénover, de bouger et d'être à l'écoute. Une autre organisation, c'est celle de la francophonie, Madame la secrétaire générale, qui a beaucoup changé. La francophonie, même pour la plupart des Français, on a toujours l'image, on va dire, un petit peu, comment dirais-je, focard, vous voyez, un petit peu France-Afrique. Ce n'est plus du tout ça. Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez la mutation de cette organisation, ce qu'elle est aujourd'hui et quel rôle elle peut avoir dans ce dialogue Nord-Sud, dans ces nouvelles organisations, cette nouvelle architecture des organisations internationales. Merci. Merci beaucoup aux organisateurs de ces belles rencontres. Je suis heureuse d'être de retour ici cette année. Je vais d'abord décliner mon identité, comme ça mes commentaires seront compris dans ce contexte-là. Moi, je suis du Sud, je suis née et j'ai grandi au Sud. Ensuite, je suis allée faire mes études au Nord, aux États-Unis d'Amérique. Ensuite, je suis allée travailler en Afrique du Nord, en Tunisie. Et après cela, je suis allée dans mon pays natal, le Rwanda. J'étais ministre des Affaires étrangères pour 10 ans
avant d'être secrétaire générale de la francophonie il y a 5 ans et demi. Je suis mariée à un Américain, un homme formidable. Et donc, je suis une observatrice. Je dirige une organisation aujourd'hui qui compte 88 États et gouvernements, une trentaine de pays africains et 19 pays membres de l'Union européenne, 5 pays actifs de l'Asie Pacifique, le Liban au Moyen-Orient. Donc, j'observe le monde et le monde m'intéresse. Alors, je voudrais peut-être faire poser une clause de non-responsabilité pour dire que je suis plutôt du côté du Sud. J'ai un préjugé positif par rapport à l'Afrique, qui est mon continent. Et donc, voilà qui je suis. J'aime beaucoup le mot équilibre parce que c'est ce qu'on devrait rechercher. Parce qu'équilibre signifie qu'on recherche une certaine équité. On a des positions, on a un poids inégal, mais on essaie de trouver une harmonie. Et donc l'équilibre, non seulement entre le Nord et le Sud, mais aussi au sein du Sud, ce Sud global dont vous avez parlé. Parce que Sud global aujourd'hui, oui, c'est vrai que c'est plusieurs pays de niveau de développement très inégal. Et donc, la première chose que je voudrais dire, avant de donner des exemples par rapport au travail de la francophonie, c'est qu'en fait, nous ne nous connaissons pas. Et au niveau du Sud, et entre le Sud et le Nord, pour trouver cet équilibre, nous devons apprendre à nous écouter et apprendre à nous connaître. Nous sommes animés de bonne volonté, c'est pour cela qu'on est là. Une fois que nous avons gagné notre vie, nous voulons contribuer. Mais nous sommes pressés, nous prenons des raccourcis, nous avons des préjugés. Et donc, ça devient difficile, même quand on a un objectif commun, de pouvoir arriver à notre objectif commun. La francophonie est une organisation qui a vu le jour en 1970, mais l'idée de la francophonie petit f était là déjà depuis longtemps. C'est une organisation qui est née de la volonté de 3 Africains et un Asiatique de se saisir de la mauvaise expérience de la colonisation et d'en extraire un très beau produit qui est la langue française et de l'utiliser pour collaborer entre les peuples. Ça, c'était 1970. Vers les années 2000, la francophonie est devenue très politique. Elle s'est dotée d'un texte politique qui est la déclaration de Bamako. Et aujourd'hui, en 2024, nous avons les mêmes missions de créer cette rencontre des peuples, de mobiliser le monde par rapport à la langue française, mais aussi de créer des progrès tangibles à travers la coopération sur les 5 continents, puisque nous sommes présents sur les 5 continents. Alors, je voudrais d'abord dire, puisque je suis très optimiste, qu'une organisation comme l'OIF est une organisation qui a sa place aujourd'hui, parce que c'est une organisation qui sert de passerelle, une organisation qui sert de catalyseur, une organisation qui accompagne. J'arrive il y a 2 jours de Bucarest, où j'ai passé quelques jours avec des jeunes étudiants de la région, puisque nous avons une dizaine de pays membres en Asie centrale et de l'Est. Donc des jeunes Moldaves, des Arméniens, des Ukrainiens, des jeunes dont les pays sont membres de notre organisation, mais qui ne sont pour la plupart jamais sortis de chez eux. Et donc, je suis allée les voir, j'ai passé la nuit au campus, j'ai échangé avec eux toute la soirée. Et ça m'a beaucoup frappée de voir à quel point, même entre pays voisins, on ne se connaît pas. Les jeunes ne se connaissent pas.
avant Bucarest, j'étais à Marrakech avec les patronats francophones, à peu près 1000 personnes réunies pour rechercher des opportunités d'affaires. Eh bien, la plupart des patrons de l'espace francophone ne se connaissent pas non plus. Et donc, avec une organisation comme l'OIF, qui est aujourd'hui une organisation qui recherche l'impact sur le terrain, avec ses représentations, 13 représentations à travers le monde, c'est une organisation qui a sa place justement parce que nous sommes à la recherche de cet équilibre et de ces liens entre pays, même au sein d'une même région. On parlait tout à l'heure de l'importance des liens au niveau régional et sous-régional qui sont devenus beaucoup plus importants que les liens sur le plan mondial. Merci beaucoup. Alors, on a entendu les mots nécessité d'avoir des liens, des passerelles, de trouver un équilibre. Ça, c'est le job des diplomates. On en a un de grande qualité ici. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu un tableau? Allez, on va dire, essayer d'être un petit peu optimiste quand même. C'est tellement facile d'être pessimiste aujourd'hui. De ce qui ressort de cette fragmentation ou de ces blocs qui se créent, on se demande quand même, un peu comme en France lundi matin, là on va se mettre sur le plus long terme, mais comment on va retomber sur nos pattes? Je partirai de l'interrogation formulée par Christian de Voissieux dans son introduction. Qu'est-ce qui sépare le monde d'avant, ou la mondialisation organisée, de la mondialisation qu'il n'a pas osé dire fragmentée? Mais on change d'époque tout de même. Quelles sont les différences et pourquoi y en a-t-il? Le monde d'avant, qui n'était pas forcément un modèle d'équilibre et de stabilité, reposait sur quelques éléments fondamentaux: l'économie de marché, le libre-échange, la démocratie libérale, dont on pensait voir la diffusion devenir planétaire, et puis une régulation assurée par un système multilatéral qui produisait des normes et qui avait la capacité d'en imposer le respect. Et c'est chacun de ces éléments qui s'est effiloché au fil des années. Le système multilatéral, on l'a déjà dit. La démocratie libérale n'est plus considérée, à supposer qu'elle n'ait jamais été, comme un modèle universel. Alors, je vous interromps, pardon. Il y a quand même eu des grandes élections dans le Sud, au Sénégal, en Inde. Je rappelle que le Premier ministre n'a pas eu la majorité absolue. Au Mexique, voilà, elle n'est pas si en déclin que ça. Est-ce qu'on n'a pas un petit aussi prisme là-dessus? C'est vrai, je n'ai pas le sentiment qu'elle ait progressé nettement en Chine. Et par ailleurs, y compris dans les terres où elle était originelle, on ne peut pas dire que la démocratie soit en excellente santé. Voilà ce qui a détraqué ce système multilatéral. Et ce qui le caractérisait dans le passé, c'était que dominaient des logiques coopératives. Finalement, la marque de la mondialisation organisée, c'est la logique coopérative. Et qu'aujourd'hui, on assiste davantage à des manifestations de rapports de force. Que faut-il faire pour essayer de retrouver de la stabilité et de l'équilibre? D'abord, à propos du commerce, là aussi, Christian l'a dit, il serait erroné de considérer, et Rodolphe Saadé aurait pu nous le dire s'il avait été là, que le commerce mondial est en train de diminuer. Mais néanmoins, il s'est passé des choses importantes à la faveur ou dans le contexte de la crise du Covid, de la crise ukrainienne, à savoir qu'on a découvert que les interdépendances économiques, l'intégration des chaînes de valeur, dans lesquelles on voyait des facteurs de stabilité et d'équilibre, ont été vécus comme des éléments de vulnérabilité. Et c'est un changement très profond. D'où la volonté d'aller vers davantage d'autonomie stratégique pour les grandes régions du monde et pour l'Europe en particulier. Je crois qu'il est très important de se fixer un objectif raisonnable en termes d'autonomie stratégique. Ce n'est certainement pas l'autarcie, et rien ne serait pire que d'essayer de bâtir une autonomie économique, industrielle, technologique, par un protectionnisme qui serait coûteux parce qu'il serait contagieux. Deuxième exigence dans cette feuille de route que je me permets d'esquisser,
la réforme nécessaire du système multilatéral. Le président Macky Sall l'a dit, il faut que d'autres que les pays du Nord aient leur droit à participer à l'élaboration des normes et interviennent directement dans les décisions qui les impliquent. Et enfin, je dirais, d'abord, en contrepoint de cette réforme nécessaire du système multilatéral, qu'il faut que nous résistions du côté du Nord à l'idée d'y substituer un droit unilatéral du Nord, qu'il soit américain ou européen, qui est extrêmement mal supporté, et à juste titre, dans le Sud, et qui se révèle inefficace parce que les enjeux globaux que nous avons évoqués ne peuvent être affrontés que par des enceintes qui soient multilatérales et représentatives. Enfin, un tout dernier élément, en reprenant ce que vous avez dit, Madame, il faut se comprendre mutuellement. Il faut comprendre que les autres ont leurs propres intérêts, en admettant d'abord qu'ils en aient, et ne pas considérer que l'objectif de recouvrer ou de parvenir à une souveraineté technologique, industrielle, économique, passe par la négation de la possibilité pour les autres d'y accéder. Je crois qu'il faut prendre garde à une chose que dénonçait à plusieurs reprises le prix Nobel d'économie Jean Tirole, la pensée à somme nulle. C'est-à-dire penser que les progrès des uns supposent nécessairement un moindre progrès des autres. Et je crois plus fondamentalement qu'il faut essayer de viser un équilibre pragmatique des intérêts fondamentaux. C'est une formule que j'emprunte à Henry Kissinger. Ça ne définit pas forcément une communauté internationale idéale, mais qui relève un peu de la chimère. Mais au moins, ça nous évite des maux, des risques, et c'est cela qu'il faut conjurer en priorité. Merci beaucoup. Je voudrais juste peut-être qu'on dise un petit mot, parce qu'on n'a pas du tout parlé, et c'est très présent dans la politique intérieure française, parler des flux migratoires, qui sont quand même une donnée essentielle pour l'équilibre du monde. Vous parliez de la Chine, qui est confrontée à un déclin démographique vertigineux, comme d'autres pays d'Asie, comme la Corée, par exemple. Christian, tu as peut-être quelque chose à dire là-dessus, parce que moi, je pense que ça a un impact, on se met sur le long terme, mais aussi sur le court terme, parce qu'on parlait de ces campagnes et de ces montées de populisme, et Madame parlait du fait qu'on ne se connaisse pas très bien, et c'est peut-être aussi lié à ça. J'aurais bien voulu que tu nous fasses un petit point là-dessus, si tu veux bien. Un petit point chiffré. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la baisse très rapide du taux de fécondité en France. Je prends l'exemple de la France. En 2011, c'est-à-dire un peu plus de 10 ans, en 2011, le taux de fécondité des femmes françaises en moyenne était de 2,1%, qui est le taux de reproduction de la population. Les derniers chiffres connus, 2023, je n'ai pas les chiffres de 2024. En 2023, le taux de fécondité moyen des femmes françaises est tombé entre 1,6 et 1,7. Alors certes, c'est pire chez pas mal de nos voisins européens. Quand on se compare, si je puis dire, l'Allemagne, l'Italie sont en dessous. Mais ça veut dire, par rapport à ta question, qu'avec un taux de fécondité de 1,6 ou 1,7, on n'a pas la reproduction de la population, et poser la question du solde migratoire pour combler en quelque sorte l'écart. Et ça ouvre le débat sur à la fois la quantité et la qualité de l'immigration. On trouve tout de suite le débat sur l'exemple du Canada, à suivre ou pas à suivre. Canada, qui est un pays, comme vous le savez, qui a fait une politique d'immigration reposant sur un certain nombre de critères qualitatifs. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ça. Je dis simplement qu'un des rares domaines dans l'économie où on arrive à se projeter à moyen terme, c'est la démographie. Je sais ce que sera la pyramide des âges dans 5 ans en France. Je ne sais pas ce que sera le taux de change euro contre dollar dans 5 jours. C'est la réalité de notre difficulté à nous projeter dans l'avenir selon les variables que nous considérons. Donc je pense que la question des flux migratoires, elle est posée du point de vue du Sud, parce que le Sud aussi doit trouver ses sources de croissance inclusives, durables, pour essayer de retenir, et là ça sera intéressant d'écouter ce qu'a à dire le président Macky Sall là-dessus, le Sud doit retenir, et nous, problème, l'Allemagne, comme tu le sais, elle importe aussi beaucoup de main-d'œuvre étrangère depuis des années pour combler son déficit de population. Voilà, alors avant qu'on donne la parole à la salle, peut-être, Président, vous vouliez réagir, parce qu'on a parlé
des flux commerciaux. On a parlé des Bretton Woods, de la Commission européenne, etc. Juste, effectivement, là, les données démographiques, on sait en gros ce qui va se passer jusqu'en 2050. Il est vrai que l'Afrique, en ce qui la concerne, a une population très jeune, parce que l'âge médian aujourd'hui sur le continent est de 19 ans. C'est à peu près ce qu'on retrouve dans tous les pays. Âge médian. L'Afrique compte 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui. Avec le taux de fécondité et la croissance démographique, on projette cette population à 2,5 milliards d'habitants en 2050. C'est-à-dire qu'un habitant sur 4 sera africain. Ça, c'est la réalité des chiffres. Maintenant, il faut aussi, sur la question de la migration, sans faire une interférence dans la politique intérieure française, ce que je ne ferai pas, il faut relativiser le débat sur la migration, puisque si on voit les flux migratoires en Afrique, les 9/10 se font entre pays africains. Entre pays africains. Et donc, il y a une exagération sur le débat par rapport, en tout cas, à la migration africaine vers l'Europe. Aux États-Unis, le même débat se pose, mais là aussi, les flux sont inférieurs à 3% des déplacements. Donc, il y a évidemment une peur dès qu'on agite la question migratoire. On fait peur parce qu'il y a la peur toujours de l'autre, de l'étranger. On dit qu'ils prennent des emplois des nationaux. Même dans nos pays, on a ce type de débat par rapport à des pays voisins. Donc, c'est un débat global, mais qui doit, en tout cas, revenir à sa juste proportion. On ne peut pas éviter les migrations. Et je pense, si on prend le débat à contre-courant, mais les Européens ont été les premiers à migrer vers l'Afrique. Ils sont venus en Afrique. Ils sont venus coloniser l'Afrique. Donc si aujourd'hui il y a un mouvement inverse, mais c'est un mouvement naturel. Parce que, bon, je ne défends pas la migration, puisque moi je pense que l'avenir de la jeunesse africaine se trouve en Afrique et doit se trouver en Afrique. Les gouvernements doivent travailler pour donner des perspectives. Évidemment, pour cela, il faut justement un monde plus juste. Et c'est tout le combat que nous menons ensemble dans le 4P et avec l'Union européenne, avec les autres partenaires, pour qu'il y ait de la prospérité partout. Et je crois que M. l'ambassadeur l'a dit, éviter la réflexion à somme nulle. Plus vous vous développez, mais si nous nous développons, nous commercerons plus vite et mieux, et nous acheterons plus chez vous. Peut-être que vous acheterez aussi un peu plus chez nous. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde que l'Afrique se développe enfin. Et je pense qu'elle est sur la voie. C'est lent, mais ça prendra du temps, mais ça viendra. Merci, Monsieur le Président. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Alors, je ne sais pas, la personne qui a le pouvoir, c'est celle qui a le micro dans la salle. Alors, je vous laisse... Merci. Alors, question courte, hein, s'il vous plaît, et percutante. Voilà. Alors, Mendes France a dit « gouverner, c'est choisir ». On est en face, le monde se réarme, 1% de plus pour l'armement. Changement climatique, 2,5% du PIB européen ou mondial. Biodiversité, on l'a vu tout à l'heure, 2%. Aide au tiers-monde, 1%, on est loin. Comment? J'ai posé la question à Jean Tirole, il m'a dit qu'il faudra faire des choix. Alors vous êtes des politiques, des responsables. Quels choix faites-vous pour la France, pour l'Europe et pour le monde? Parce qu'on ne pourra pas financer 4 ou 5% du PIB mondial sans augmenter les impôts. D'où viendra cet argent? Et surtout, quelles sont les priorités? Défense, climat, biodiversité ou aide? C'est comme un choix vital. Lequel faites-vous? Alors, c'est le... Qui se lance? Allez, Michel Barnier. Avec quel argent et quelle est la priorité? Compliqué. Je ne sais pas si cette question s'adresse à notre pays. D'accord, mais enfin tout le monde. Moi, j'ai lu une tribune dans Le Monde il y a quelques jours, signée par plusieurs prix Nobel d'économie. Il faut tout faire. Hein. Il faut tout faire en même temps. Hein. C'était plein. Alors, on ne pouvait pas ne pas être d'accord, mais... Oui, mais on peut faire beaucoup en même temps.
il y a une donnée, une variable qu'on utilise beaucoup aussi, c'est en combien de temps. Pour être honnête, à Bruxelles, au niveau européen, on sait bien utiliser le temps et faire des propositions pluriannuelles. Je vais me risquer à dire que s'agissant de relever le défi de la pauvreté dans le monde, et notamment, Monsieur le Président, ce que vous disiez de l'Afrique, j'ai le souvenir, un jour autour de la table de la Commission européenne, présidée à l'époque par Romano Prodi, qu'on ait reçu le président de l'Union africaine. Et alors il nous disait, les chiffres que vous avez dit, nous serons 2 milliards en Afrique en 2050. Et il disait, la moitié de cette population aura moins de 20 ans. Et puis comme il voyait que les commissaires européens étaient plus ou moins distraits en l'écoutant, il a tapé du poing sur la table en disant, mesdames et messieurs les commissaires, ce que je suis en train de vous dire vous concerne. Parce que si ces hommes et ces femmes en Afrique, ces jeunes n'ont pas d'avenir chez eux, ils viendront le chercher chez vous. Voilà. Donc je pense que l'enjeu du développement, du co-développement est très important. Moi, je vais risquer une proposition que j'ai soutenue lorsque j'étais commissaire au marché financier. C'est une taxe mondiale sur les transactions financières pour financer en partie la transition écologique et la lutte contre la pauvreté. Mais une taxe comme celle-là n'est possible. Elle serait économiquement, techniquement facile à faire. Elle serait moralement juste. Quand on sait que les marchés financiers, certains d'entre vous représentent peut-être ces milieux, rien que les produits dérivés, mesdames et messieurs, les produits dérivés financiers qu'utilisent les entreprises pour se couvrir de certains risques de change, ou certaines incertitudes, ça représente des échanges de 600 000 milliards de dollars en permanence, 600 000 milliards de dollars au-dessus de nos têtes. Je ne trouverais pas injuste, je trouverais plutôt juste, moralement juste, qu'on prélève un tout petit pourcentage de ces échanges, mais il faudrait un accord mondial pour financer les enjeux que vous venez d'indiquer. Voilà, relancer ce projet. Une autre question. J'ai le micro. Alors, je suis là. Où est-ce que vous êtes? Voilà, madame. Oui, attendez, je suis un peu accidentée. Vous vous levez, comme ça on vous voit. En fait, moi, j'avais vraiment une question qui me taraude. J'ai participé à une simulation de COP, donc c'était un peu blanchi, mais en gros, j'avais les conversations de COP. Je suis sortie de là effondrée, et je me demande comment on peut trouver un équilibre sans arriver à relier les intérêts. Et pour relier les intérêts, il faut qu'on apprenne à relier les informations, parce qu'aujourd'hui, les informations, elles sont régionales. Elles ne sont pas globalisées, alors qu'on est dans un monde global. Comment est-ce qu'on finit par relier l'information pour pouvoir relier les enjeux et ensuite relier les actions? Et moi, depuis que je suis ici ce matin, je n'entends pas ça. Alors, comment est-ce que les processus, vous les connaissez bien, Président, est-ce que les processus de négociation qui arrivent à ces COP, à ces décisions parfois unilatérales que vous décriviez tout à l'heure, sont assez transparents? Est-ce qu'il y a suffisamment de passerelles, de liens, de transparence pour arriver à des décisions peut-être plus équilibrées? C'est un sujet difficile. Vous savez, les COP se négocient tout au long de l'année, puisque dès qu'on a une COP, la prochaine est déjà engagée. Il y a énormément de cadres de discussion. Vous avez d'abord le cercle des experts, notamment le GIEC. Vous avez les gouvernements et vous avez les organisations internationales. Mais la décision, elle est politique en fin de compte. Et sur la question du climat, le sujet qui fâche, c'est le sujet de l'argent, comme sur tous les autres aspects. Comment financer, par exemple, le Fonds vert climat depuis le sommet de Paris, les 100 milliards par an que le Nord doit donner, doit aider pour le financement des projets du Sud, surtout sur l'adaptation, pour empêcher aux économies émergentes d'emprunter les mêmes voies de développement qui sont des voies polluantes et dangereuses pour l'avenir de la planète. Bon, en 2022, il faut reconnaître qu'il y a eu déjà, pour la première fois, l'atteinte de cet objectif, et même il a été un peu dépassé, on a été jusqu'à 116 milliards de dollars à peu près. Il faut que cet effort soit maintenu, et pour cela, je crois que M. Barnier a bien dit, il faut trouver des formes nouvelles de financement qui n'entraînent pas forcément une augmentation des impôts,
mais qui permettent par des transactions et par d'autres types de financement innovants, mais qui sollicitent également les financements privés à mixer avec des financements publics. Il y a énormément de choses qui peuvent permettre, en tout cas, d'arriver à trouver des solutions sur ces problèmes de COP, de climat de façon générale. Justement, le 4P se donne l'ambition d'être un réceptacle et en tout cas une plateforme de discussion grâce aussi aux différentes plateformes que certains pays sont en train aujourd'hui de développer sur la dette, sa soutenabilité, sur la branded finance, sur également tout ce qui concerne le climat et la transition climatique. Voilà, je vous recommande d'aller sur le site de la 4P et cette plateforme, effectivement, répond à certaines des questions, notamment sur la transparence et la participation au débat, et en particulier sur son financement, parce que c'est quand même ça, on arrive toujours à ça à la fin. Une autre question. Alors, qui a eu le droit d'avoir le micro? Monsieur. Alors, Christian Cousin-Gabanan, doctorant en droit privé. Au monsieur Macky Sall, Monsieur le Président, les Européens ont pris les bateaux plus ou moins convenables pour venir en Afrique nous coloniser. La migration africaine vers l'Europe est aujourd'hui dramatique. Nos compatriotes meurent, et meurent en grand nombre, au désert du Sahel, dans la mer Méditerranée. Monsieur le Président, je pense que face à cette situation, il est important que nos États, les États africains, réagissent. Et puisque c'est une question qui concerne toute l'Afrique, il faut que ces États réagissent dans les cadres d'une organisation supranationale, qui se trouve être l'organisation de l'Union africaine. Il se trouve que cette organisation, en part de l'équilibre, veut être respectée, veut avoir une voix, en même temps qu'elle est financée par les États du Nord ou par les États occidentaux, de manière générale. Donc, Monsieur le Président, je pense que la position africaine aujourd'hui doit être celle de la limitation de la lutte contre cette migration, non pas parce que je ne veux pas que certains compatriotes africains arrivent en France comme moi j'ai eu la chance de le faire, mais il faut qu'on évite, qu'on limite ces morts au Sahel et dans la mer Méditerranée. Et il n'y a que les Africains pour le faire. Et si l'Union européenne veut bien nous aider, elle le fera, mais il faut d'abord que ce soit une responsabilité africaine. Alors, la question s'adresse à l'ancien président et à l'ancien président de l'Union africaine. Merci beaucoup, chers compatriotes. Je ne sais pas de quel pays, RDC, un pays continent à lui tout seul, grand pays de l'Afrique centrale. Alors, oui, nous sommes tous meurtris par les images depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, que des jeunes ont d'abord voyagé. À l'époque, c'était dans les cales des bateaux, donc ce n'est pas un phénomène nouveau. C'était déjà vers les années 60, 70, les gens, ils resquillaient à travers les cales des bateaux. Bien plus tard, à partir des années 80, on a eu les premiers candidats au voyage qui voyageaient dans le train d'atterrissage des avions. On a vécu ça en France, à New York, etc., où on a retrouvé malheureusement des restes humains dans ces trains d'atterrissage. On a renforcé les aéroports, on a essayé d'apporter des solutions sur l'emploi en Afrique, bien sûr, avec une croissance démographique aussi grande. Si la question de l'éducation et de la formation n'est pas bien articulée, et si les États ne trouvent pas justement les ressources pour développer une agriculture durable qui permette d'utiliser cette jeunesse, naturellement, on aura un flux qu'aucun pays ne peut contenir. Donc, on ne dit pas à l'Europe d'ouvrir ses frontières comme ça, ce n'est pas possible. Mais des efforts sont faits, ça et là, ce n'est pas facile, mais il y a également une question peut-être culturelle, puisque les gens considèrent du fait du mode de communication qui existe aujourd'hui. L'Afrique, chaque fois que les médias en parlent, c'est pour montrer qu'il y a la guerre, la maladie, les coups d'État. Rien qui ne puisse donner une volonté à un jeune de rester sur le continent. Même s'il y a quand même des réussites en Afrique. Il y a des efforts, il y a des pays. Parce qu'il y a encore 54 pays.
Je vous le dis. 54 pays, au quotidien, peut-être on a des difficultés sur 6, 7, mais même disons 10 pays. Donc il y a 44 pays où les choses se passent plutôt bien. Mais on n'en parle pas, nous n'avons pas les grands médias. Et tel que les choses se présentent, les enfants, les jeunes n'ont qu'une idée, c'est d'aller vers l'Eldorado, qui n'existe pas. Et donc maintenant c'est les pirogues, c'est le désert. C'est très, très difficile, je vous dis. Moi, j'étais président jusqu'au mois d'avril. On travaille en mobilisant nos marines nationales, les gendarmeries territoriales, en travaillant avec Frontex, mais surtout en développant des mécanismes de financement pour l'emploi des jeunes. Mais vous voyez des jeunes qui ont des emplois, qui les laissent de côté, ils prennent l'argent pour aller vers l'appel au large. Donc, il faut qu'on travaille sur aussi cette psychologie parce que dans nos sociétés, on aime souvent citer ceux qui ont réussi à partir qui ont été des migrants, peut-être qui ont eu la chance, et tout le monde veut faire pareil. Et donc, le jeune qui est dans la maison, qui tous les matins se voit insulté quasiment par ses parents ou sa maman, toi, tu es là à dormir, à ne rien faire, il est tenté par aller pour sa propre dignité de garçon ou de filles même. Mais c'est un sujet complexe. Donc, continuer à travailler en tant qu'Africains, les gouvernements, l'Union africaine, mais aussi les partenaires, puisque c'est un sujet commun. C'est un sujet commun. Il faut qu'il y ait du développement pour retenir la population, la jeune population africaine, qui doit être le fer de lance du développement du continent. Merci infiniment, Monsieur le Président. Merci à tout le panel. Merci, mesdames et messieurs.